Tout a commencé à Keikei, une ville en Chine, avec la naissance d'un bébé lumineux. Puis les phénomènes surnaturels se sont multipliés, sans que personne n'en sache les causes. De nos jours, 80% de la population est dotée de pouvoirs surnaturels. Dans ce monde en proie au chaos, une profession jusqu'alors chimérique est apparue au premier plan. Laquelle est-ce ? Celle de super-héros. Et moi, je vais être le super-héros numéro 1. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Bonjour, moi c'est Maxime et je postule pour devenir un héros dans votre académie de héros. J'aimerais devenir le numéro 1 comme All Might, mon idole. Oui, très bien. Bonjour à vous aussi. On va faire vite. J'ai beaucoup de candidats à voir. Quel est votre pouvoir ? Alors, je peux transformer l'eau tiède en eau gazeuse. Est-ce que ça marche sur les humains ? Non. Alors, sur les animaux ? Non plus. Sur les insectes ? Ah, c'est pas essayé ça. Bon, bah, ce sera non, monsieur. Attends, mais pourquoi? Mais lui, il lance des raisins avec sa tête. J'entends. Lui, c'est juste un scotch. Frère, il sert à quoi? Oui, c'est un cas un peu exceptionnel celui-là, vous savez. Et moi, ne refous pas parce que mon pouvoir, il est pas assez bien, quoi. J'entends, Bah, monsieur. super. Bravo le service public, hein. Monsieur, je peux vous proposer quelque chose d'autre sinon. Mais c'est quoi? Vous pouvez rentrer en filière STI 2D, gestion communication management. Héroïque, évidemment. Hein. Bon, bah, on y va, je pense, hein. Ah, parfait. Bonne journée, monsieur. Merci, monsieur. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you. Viens sur mon Insta, je te fais gagner les premiers tomes de la série. Avant que Midoriya s'élance pour ses premiers pas héroïques, il y avait un gamin d'Aichi, né en 1986, Kohei Horikoshi. Comme beaucoup de futurs mangaka, il grandit un crayon à la main. Mais chez lui, les inspirations n'étaient pas seulement japonaises. Entre 2 pages de Dragon Ball ou du Yu Hakusho, il dévorait des comics américains, fasciné par ces silhouettes en collants colorés. Très tôt, il rêve de créer son propre monde où ses influences pourraient cohabiter. Il s'accroche à ce rêve et entre à l'université d'art de Nagoya. Ses premiers pas dans le jump sont prometteurs mais rudes. Umagadoki Zo démarre en 2010, une série loufoque, inventive mais qui ne trouve pas son public. Même destin pour Barrage en 2012, annulé après seulement 2 tomes. Horikoshi est alors au bord de l'abandon. Pourtant, au fond de ses carnets, un vieux concept revient toujours. Celui d'un monde où 80% de la population a des super pouvoirs. Un univers hybride entre Marvel et Naruto qui n'attend plus que de briller. L'été 2014 marque le moment décisif. My Hero Academia est publié dans le Weekly Shonen Jump. Le tout premier chapitre présente Izuku Midoriya, un garçon né sans pouvoir dans un monde où tout le monde en possède. Le parallèle est évident. Comme son créateur, Izuku est en retard. Promis à rester dans l'ombre, mais il refuse d'abandonner. Le fait qu'Izuku naisse sans alter dans un monde où tout le monde en possède un traduit le sentiment d'exclusion et d'impuissance qu'Horikoshi projette à travers lui. C'est l'individu ordinaire face à une société obsédée par la performance et le talent inné. Izuku, c'est le symbole de ceux qui n'ont rien, mais qui avancent quand même. Un héros par la volonté et pas par le dos. Du côté du jump, l'accueil est bon. Pas encore un raz-de-marée, mais assez solide pour qu'on garde un œil attentif sur ce nouveau venu. Les premiers chapitres posent les bases. Malgré le harcèlement et les humiliations répétées par son camarade de classe Bakugo, Izuku rêve toujours de devenir un héros comme son idole All Might. Un jour, alors qu'il rentre de l'école, il est attaqué dans un tunnel par un vilain. Une créature de boue cherchant à s'emparer de son corps. All Might intervient et le sauve in extremis. Fasciné, Izuku s'accroche ensuite à lui pour lui poser la question qui le hante. Est-ce qu'on peut devenir un super-héros sans super-pouvoir ? La réponse, d'abord décourageante, change tout après un nouvel incident. Le même vilain s'échappe et capture Bakugo. Sans réfléchir, Izuku se jette au secours de son camarade, alors que même les héros professionnels hésitent à agir. Impressionné par son courage, All Might intervient à nouveau. Il vainc le monstre et, bouleversé, il décide de lui transmettre son pouvoir, le One for All. En contrepartie, All Might va petit à petit perdre l'usage de ses pouvoirs. Mais c'est un pari sur l'avenir. Est-ce que ce gamin sans pouvoir va réussir à devenir le nouveau symbole de la paix ? Commence alors un entraînement intensif pour préparer son corps à recevoir ce pouvoir. Après 10 mois d'efforts, Izuku est prêt. Il va passer l'examen pour entrer à UA, l'académie des héros. Avec l'examen d'entrée, Izuku découvre qu'il n'est pas seul. Une génération entière de jeunes héros se dessine avec Bakugo comme rival incandescent. Et c'est sans grande surprise qu'après les examens d'entrée, Izuku est admis au lycée dans la seconde A. Puis viennent les tests d'évaluation et les premiers exercices de combat. Les relations se créent, les caractères s'affrontent.
Pendant ce temps, dans les bureaux de Shueisha, on surveille de près les sondages de popularité. La série détrône pas encore les poids lourds, mais elle s'installe semaine après semaine. Et puis arrive un tournant. L'attaque de l'Alliance des Vilains à la fin du premier grand arc. L'attaque menée par Shigaraki Tomura, l'antagoniste du manga, est surprenante et violente. Jusqu'à présent, on découvrait la vie au lycée, on s'amusait, on faisait des exercices au maximum. Mais soudain, le danger est réel. Les étudiants ne jouent plus à se battre, ils risquent leur vie. Les élèves encore naïfs pensaient être en sécurité dans ce lieu censé les former et les protéger. Et soudain, le danger réel s'invite. C'est le moment où l'enfance bascule, où le monde se révèle plus cruel qu'on ne le croyait. C'est comme l'arrivée dans un nouveau cadre, une nouvelle école, où il faut s'adapter, encaisser et comprendre que même les espaces qu'on pensait sûrs peuvent être déstabilisants. Bref, All Might doit intervenir, révélant au monde entier les failles de ce symbole de paix. Le manga prend une dimension plus sombre. À ce moment précis, My Hero Academia cesse d'être une nouvelle série prometteuse. Les ventes montent et les premiers tomes commencent à s'écouler à grande échelle. Si l'attaque de l'Alliance avait prouvé que le danger n'était jamais loin, l'Académie des héros n'en restait pas moins une école. Et qui dit école dit compétition. Alors peut-être qu'au lycée professionnel Pierre-Joseph Laurent à Aniche, il y a le kangourou des mathématiques, mais à UA, on se fout sur la gueule. Arrive alors l'arc du championnat sportif. Tous les regards du Japon se braquent sur la classe de seconde A, prête à en découdre devant des millions de spectateurs. Pour les élèves, c'est plus qu'un simple tournoi. C'est l'occasion de se faire remarquer par des agences de héros, leurs potentiels futurs patrons. C'est un moment clé pour Izuku. Lui qui peine encore à contrôler son pouvoir va devoir montrer sa valeur face à Todoroki, héritier de Endeavor, le numéro 2 des héros, et à Bakugo, toujours aussi violent. Dans l'arène, Horikoshi offre au lecteur un festival d'action, de drames familiaux et de rivalité. Grâce à son ingéniosité, Midoriya remporte la première épreuve, la course d'obstacles, sans même utiliser son alter. Puis il participe à la bataille de cavalerie qui lui permet de se qualifier au tournoi individuel. Bon, là je vous l'accorde, c'est pas bien novateur, des tournois on en a déjà vu dans tous les shonen, MHA échappe pas à la règle. Mais le véritable cœur de l'arc se joue dans le combat contre Shoto Todoroki. Ce dernier possède deux haltères, un côté feu, un côté glace. Mais il refuse d'utiliser son côté feu, symbole d'un héritage qu'il rejette, celui de son père Endeavor. Parce que disons-le, son père il est quand même un chouïa toxique. Midoriya, voyant cette retenue, pousse Shoto à tout libérer, quitte à se briser les os encore une fois. Ce duel n'est plus une simple épreuve de force, c'est une confrontation entre deux héritages, deux volontés. Izuku veut devenir un héros par choix, pas pardon, et Shoto comprend qu'il peut lui aussi tracer sa propre voie sans suivre le chemin dicté par son père. Todoroki finit par gagner, mais c'est Midoriya qui change son destin. Ce combat, c'est un passage initiatique pour les deux héros. Mais à la fin, c'est quand même Bakugo qui finit premier en cassant littéralement la gueule à tout le monde. Derrière les cris du public et l'énergie des combats, Horikoshi montre une compétition où on évalue des adolescents comme des produits, où chaque coup porté devient un argument de carrière. Le duel entre Izuku et Todoroki incarne cette tension. L'un se bat pour prouver qu'il peut exister malgré son handicap d'origine, l'autre lutte contre le poids d'un héritage imposé. C'est pas seulement un tournoi en fait, c'est une métaphore de la société de performance, où chacun essaie de trouver sa place sans perdre son humanité. C'est aussi ici que le manga conquiert un nouveau palier de popularité. Ces affrontements spectaculaires font grimper les ventes, et l'anime est officiellement annoncé en 2015. Pour la Shueisha, le timing est parfait. La série s'impose comme le successeur spirituel de Naruto, qui venait de tirer sa révérence. Après le tournoi, les élèves partent en stage auprès de véritables héros. Izuku rejoint Grand Torino pour apprendre à maîtriser le One for All, tandis que Ida, son camarade de classe, cherche à venger son frère, héros professionnel, blessé par le tueur de héros, Stain. Et justement, dans les rues de la ville, il va croiser la route de Stain. Un justicier dévoyé, convaincu que la société héroïque est corrompue par l'argent et la gloire. Combat, 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 Stein est arrêté, mais son discours sur la corruption du système héroïque résonne profondément, y compris chez les futurs ennemis de la société des héros. Pour Midoriya, Todoroki et Ida, l'affrontement contre Stain est une première véritable plongée dans la violence du monde réel. Leurs blessures physiques et psychologiques marquent une étape décisive dans leur apprentissage. Quant à lui, le tueur de héros ne se bat pas pour dominer, mais pour purger un système qu'il juge corrompu. Ses mots frappent plus fort que son épée. Il révèle les fissures d'un monde où certains héros agissent par intérêt, non par conviction. Pour Izuku, Todoroki et Ida, cet affrontement devient un miroir. Être un héros, est-ce sauver des vies ou incarner un idéal? Stain, dans sa folie, force chacun à se redéfinir. En parallèle, My Hero Academia s'impose à l'international. L'annonce de l'anime attire les éditeurs étrangers, Viz Media s'empare des droits aux États-Unis, Kiun en France, pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui aiment les éditions collector avec pas grand-chose à l'intérieur pour beaucoup trop cher. C'est alors qu'un spin-off inattendu fait son apparition. My Hero Academia Smash. C'est un manga parodique entièrement en 4 cases qui reprend les personnages de la série et les place dans des situations absurdes, brisant complètement le sérieux de l'intrigue principale. Publié de 2015 à 2017, il se termine en 5 volumes.
Sa fonction est claire, offrir une respiration comique à une œuvre qui, dès ses débuts, se faisait parfois plus sombre que prévu. Ainsi, entre 2015 et 2016, la série franchit un cap. Elle n'est plus seulement une curiosité du Jump, elle devient un phénomène mondial en construction. Et tout comme ses héros, elle doit désormais affronter un adversaire de taille, la célébrité. Après les flammes idéologiques de Stein, les élèves de UA retrouvent le chemin des salles de classe. Mais l'ambiance, elle est plus la même. Tous ont compris que l'univers des héros n'était pas un terrain de jeu. L'examen de fin de trimestre en est le reflet. Fini les simples tests écrits ou les petites simulations. Cette fois, les étudiants doivent affronter leur propre professeur. Midoriya et Bakugo, éternels rivaux, sont obligés de coopérer face à All Might. C'est une manière brutale de leur rappeler que dans le monde réel, il n'y aura aucune pitié. Et pour être brutal, c'est brutal. J'avais bien un prof de maths qui jetait ses cris sur les élèves qui parlaient trop, mais là, c'est quand même un autre niveau. Nos deux comparses se font éclater la tronche pendant un chapitre entier. Cependant, à la fin, ils gagnent quand même le combat. In extremis, mais ils ont réussi à travailler de pair pour une fois. Puis vient le fameux camp d'été. Censé être un simple stage d'entraînement en pleine nature, un moment pour progresser, pour renforcer l'esprit d'équipe, mais l'alliance des vilains n'entend pas les laisser respirer. L'attaque est fulgurante, et cette fois, les étudiants paient le prix fort. Izuku, en prise avec le vilain Muscular, exploitera son plein potentiel pour sauver le jeune Kota, un enfant dont les parents avaient été tués par Muscular justement, et qui avait perdu tout espoir dans les héros. Avec ce geste, Izuku sauve sa première vie, presque au détriment de la sienne. Par la même occasion, il inspire à un enfant dans le désarroi l'espoir d'un futur héroïque. C'est là le vrai premier pas d'Izuku en tant que héros professionnel. Plusieurs d'entre eux sont gravement blessés, et Bakugo est enlevé. Dans les pages du Jump, on sent qu'Horikoshi a trouvé son rythme. Il alterne entre comédie adolescente et tension dramatique, avec une maîtrise de plus en plus affirmée. Pour sauver Bakugo, les élèves, comme les héros professionnels, organisent une opération de sauvetage. C'est plus l'histoire d'élèves en formation, mais une véritable guerre ouverte entre forces de l'ordre et terroristes, dans laquelle les enfants seraient les premières cibles. Ça, Horikoshi l'a bien compris. Dans les conflits ouverts, quand on veut faire perdre tout espoir à une population, on s'attaque aux enfants. Le point culminant, c'est bien sûr le duel entre All Might et All for One, le maître de l'ombre qui tirait les ficelles depuis le début. Le symbole de la paix s'éteint devant les yeux du monde entier, laissant Midoriya hériter seul d'un poids immense. Horikoshi signe ici une métaphore puissante, celle du passage à l'âge adulte, où l'on comprend que les figures qui nous guidaient ne sont pas éternelles et qu'il faut apprendre à devenir à son tour le héros qu'on admirait. Côté édition, cette séquence marque un tournant décisif. L'anime, diffusé à partir de 2016, commence à rattraper le manga et amplifie l'engouement mondial. Les ventes de tomes explosent, My Hero Academia devient un best-seller confirmé, trônant parmi les têtes de gondole aux côtés de One Piece ou l'Attaque des Titans. Les fans au Japon comme en Occident savent désormais qu'ils assistent à l'ascension d'une œuvre majeure du shonen moderne. Après la chute d'All Might, le monde des héros n'est plus le même. Le Japon fictif, comme les lecteurs, comprend que l'ère de la paix garantie par un seul homme est terminée. Pour les élèves de UA, l'avenir repose désormais sur leurs épaules. Et quoi de mieux pour tester cette responsabilité qu'un examen de licence provisoire? C'est le rite de passage qui sépare les apprentis des héros en devenir. L'examen, c'est une série d'épreuves de sauvetage collective qui, si elle est réussie, permet aux élèves d'obtenir une licence provisoire. Cette licence, elle leur permet d'agir en cas de danger. Et comme des dangers, il y en a tous les 4 matins, et c'est plutôt utile. Midoriya et ses camarades doivent montrer qu'ils peuvent sauver, protéger et agir sous pression. Tous n'y parviennent pas. Certains échouent et l'échec, dans ce monde comme dans le nôtre, a un goût amer. C'est le cas notamment de Bakugo, qui, enragé par sa défaite, décide d'aller affronter Izuku pour comprendre l'origine de sa force soudaine. En plein combat, Izuku lui révèle que son pouvoir vient d'All Might. Cette vérité brise leur rivalité toxique. Bakugo cesse de voir Izuku comme un rival à écraser, mais comme quelqu'un qui porte un fardeau immense. C'est un tournant du récit. Celui où la jalousie laisse place à la reconnaissance et où la notion de héros devient enfin partagée. Cette licence marque une transition. Fini le cocon scolaire, les élèves sont envoyés en stage dans de vraies agences, et c'est ainsi que commence l'arc des 8 préceptes. Une plongée brutale dans l'univers des Yakuza et du crime organisé. Au centre de tout ça, Overall, chef impitoyable, et surtout Eri, une petite fille prisonnière de son emprise. En stage chez Night Eye, l'ancien disciple d'All Might, Izuku découvre qu'Overall exploite la jeune Eri pour créer des armes capables d'effacer les haltères. Le raid organisé pour la sauver mène à un combat titanesque où Izuku, poussé par la détresse de l'enfant, dépasse ses limites pour vaincre Overall et la libérer. Au-delà du spectaculaire, l'arc illustre une thématique chère à Horikoshi, la maltraitance des enfants et le silence qui l'entoure. À travers Eri, il parle de ceux qu'on regarde pas, de ces blessures invisibles qu'on laisse creuser. Sauver Eri, c'est affronter l'impuissance, la peur et l'horreur de la cruauté humaine. À la fin de l'arc, Overall est vaincu et arrêté, laissant derrière lui un empire brisé.
Eri est recueilli à UA où les professeurs tentent de lui offrir une enfance normale. Cette conclusion, plus douce amère que triomphante, elle montre que sauver quelqu'un ne suffit pas toujours à le guérir. Horikoshi y aborde avec pudeur la reconstruction après les traumatismes. La lente guérison d'une enfant, miroir d'un monde de héros souvent impuissants face à la douleur humaine. Au même moment, My Hero Academia s'envole dans une nouvelle dimension. L'anime enchaîne les saisons, adaptant les combats spectaculaires du championnat, puis l'idéologie tranchante de Stein. Aux États-Unis comme en Europe, My Hero Academia devient un incontournable des conventions et des classements de vente. Les couvertures des tomes défilent en librairie, de nombreuses rendant hommage aux comics américains, allant parfois même jusqu'à être dessinés par des artistes célèbres dans la bande dessinée américaine. La boucle est bouclée. Au même moment, un nouveau spin-off débarque, My Hero Academia Vigilante. Ce spin-off, scénarisé par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Bettencourt, rien à voir avec Liane, se déroule quelques années avant les événements du manga principal et explore le quotidien des héros sans licence officielle. L'histoire suit Koichi, un jeune homme ordinaire qui utilise ses pouvoirs banals aux côtés de Knuckle Duster, une sorte de justicier brut. Plus urbain, plus terre-à-terre, Vigilante s'impose comme une œuvre complémentaire qui enrichit le monde créé par Horikoshi. On y découvre une autre facette de la société des héros, plus marginale, moins idéalisée. Publiée de 2016 à 2022 pour un total de 15 volumes, cette série devient vite une référence parallèle, allant même jusqu'à obtenir une adaptation en animé tout récemment. Entre 2017 et 2018, la série franchit ainsi une nouvelle étape. Elle n'est plus seulement l'histoire d'un garçon maladroit, qui apprend à être un héros, mais celle d'une génération qui se retrouve face à la dure réalité d'un monde en crise. Et Horikoshi, derrière son bureau, il sait qu'il tient entre ses mains un phénomène qui a dépassé de loin les frontières du Japon. Les licences provisoires ont laissé des traces. Certains élèves, dont Bakugo et Todoroki, ont échoué. Mais l'univers de MHA nous le dit. Rater, c'est devoir recommencer. Ils doivent donc repasser leur examen pour obtenir leur licence. Confrontés à des enfants au comportement ingérable, ils apprennent que la force ne suffit pas à inspirer le respect. Il faut aussi savoir comprendre et protéger. Cette leçon, elle fait écho à une thématique chère à Horikoshi, prendre soin des plus jeunes et réparer ce que le monde a brisé. Devenir un héros, c'est pas seulement savoir combattre, c'est aussi apprendre à protéger, rassurer et guider. Nos protecteurs, ils sont pas juste là pour taper sur les gens. C'est quand même difficile de ne pas y voir une critique à l'encontre des différents mouvements de violence policière. Bien que l'arc arrive avant le tragique meurtre de George Floyd et que les événements n'aient pas du tout le même degré d'intensité, je pense qu'Horikoshi, tout au long de son œuvre, essaie de dépeindre le monde tel qu'il perçoit actuellement. Et que d'après lui, sûrement à raison, tout va de moins en moins bien. Entre cette épreuve et sa confrontation avec Izuku, Bakugo s'adoucit, troquant sa rage pure contre une fierté plus lucide. Vient ensuite le festival culturel, un arc qui surprend par son ton. Après des mois de bataille, de sang et de drame, la série prend un détour lumineux. Les élèves préparent un concert, un moment de légèreté qui montre enfin ce qu'ils sont au-delà des entraînements et des combats. Le but est d'apprendre à travailler en équipe, d'avoir un moment de légèreté avant le grand final qui arrive très vite. Et aussi d'essayer de redonner le sourire à cette petite Eri qui a rien demandé de mal. Izuku, dans l'ombre, affronte néanmoins Gentle Criminal. Un adversaire atypique, plus clown que tyran, mais porteur d'une vraie critique sur la société des héros et ses exclus. Ce duel plus humain que spectaculaire oppose deux hommes animés par la même volonté. Prouver qu'ils existent dans un monde qui ne leur laisse pas toujours de place. C'est aussi à ce moment-là qu'Izuku éveille un nouveau pouvoir lié à All for One, le fouet noir, un alter hérité de l'un des précédents détenteurs. Le combat devient alors une métaphore parfaite de la thématique de l'héritage central dans l'œuvre. Gentle se bat pour son rêve passé, Izuku pour l'avenir transmis par ceux qui l'ont précédé. Deux générations, deux visions du courage, un même besoin de laisser une trace. À partir de 2016, My Hero Academia se décline aussi en light novels, écrits par Henry Yoshi et supervisés par Horikoshi. Ces 6 romans explorent des histoires inédites qui s'insèrent entre les arcs du manga principal, où l'on découvre le quotidien de la classe 1A en dehors des grands événements de l'intrigue, avec un ton plus léger et intimiste. Si ces récits ne sont pas indispensables pour comprendre l'histoire principale, ils ajoutent une richesse supplémentaire en donnant de la profondeur à certains personnages secondaires. En plus de light novels, un nouveau spin-off vient agrandir l'univers. My Hero Academia Team Up Mission. Écrit et dessiné par Yoko Akiyama à partir d'un concept d'Horikoshi, ce titre se présente comme une série d'épisodes mission, des courtes aventures où les élèves de la 1A sont jumelés à d'autres étudiants ou à des héros pros pour accomplir des interventions ciblées. L'intérêt n'est pas seulement narratif. Team Up Missions fonctionne comme une soupape ludique, un terrain d'expérimentation où Horikoshi et ses collaborateurs peuvent creuser des duos improbables, explorer des facettes secondaires des personnages et offrir des moments d'action popcorn qui complètent la trame principale sans la ralentir. Bon, faut quand même le préciser, des spin-offs de MHA, il y en a quand même beaucoup. C'est parfois un peu compliqué d'y voir autre chose que des intérêts purement pécuniaires.
Tous ont des qualités, certes, mais le seul qui soit quasiment indispensable, c'est Vigilante, même si on aurait aimé voir les héros de Vigilante apparaître dans la trame principale. Pendant que ce spin-off faisait ses débuts, l'anime connaît un immense succès avec ses nouvelles saisons, et le premier film, Two Heroes, sort en 2018 pour remplir les salles au Japon comme à l'international. Bon, les films MHA, moi j'en parle parce qu'ils existent, mais comme notre couillon avec ses raisins dans les cheveux, on aurait préféré que ce soit pas le cas. Parce que là aussi, pour le coup, c'est compliqué d'y voir autre chose que des envies pécuniaires. Les films sont franchement tous mauvais, et au vu de la chier de produits dérivés tous plus inutiles les uns que les autres, ouais, on s'en serait bien passé. Dans la foulée, l'arc seconde A versus seconde B ramène une dimension plus scolaire, mais loin d'être anecdotique. Il permet d'approfondir des personnages souvent restés dans l'ombre, de réaffirmer la diversité des alters et d'exposer les différences de vision au sein même des apprentis héros. Là encore, la narration continue de poser une question simple mais essentielle. Qu'est-ce qui fait vraiment un héros? L'ambition, le travail d'équipe, la créativité ou la capacité à inspirer les autres. Et c'est à ce moment-là qu'Izuku découvre que le One for All, il renferme pas qu'un seul pouvoir, mais tous ceux des anciens porteurs. Il s'agit plus seulement d'hériter d'une force, mais d'un poids collectif, celui des espoirs et des échecs de générations de héros. Izuku doit pas devenir le héros idéal, mais la somme de tous ceux qui l'ont précédé, un symbole vivant de transmission et de mémoire. La personnification des thématiques chères à Horikoshi. Après le tumulte des précédents affrontements, le récit choisit un rythme plus posé, avec l'arc des héros professionnels. Pour Midoriya et sa classe, c'est une étape charnière. Chacun commence à réfléchir sérieusement à ce que signifie devenir un héros dans un monde encore secoué par l'héritage de All Might. Endeavor, propulsé au rang de numéro 1, devient le centre des regards. Personnage longtemps décrit comme brutal et froid, il se retrouve contraint d'endosser une responsabilité qu'il n'avait jamais réellement assumée. Horikoshi explore alors la rédemption et la difficulté d'hériter d'un symbole tout en montrant que l'après All Might ne se construit pas sans douleur. Puis, sans prévenir, Horikoshi ouvre l'un des arcs les plus sombres et les plus ambitieux, celui de l'armée de libération des super-pouvoirs. Ici, le récit bascule du côté des antagonistes. L'arc s'ouvre sur un conflit massif. L'Alliance des vilains affronte l'armée de libération des super-pouvoirs, dirigée par Redestro, le PDG de la multinationale Detnerat. Ce géant industriel prône la liberté totale des alters, tout en contrôlant la société par le pouvoir économique et médiatique. La bataille tourne à la guerre urbaine, Shigaraki, poussé dans ses retranchements, libère tout son pouvoir et pulvérise littéralement Redestro et son armée. L'Alliance sort victorieuse, mais surtout elle absorbe Detnerat, transformant la société capitaliste en instrument de sa domination. Ce renversement est symbolique, la révolte des marginaux avale le système qu'elle combattait, prouvant que même la destruction peut être récupérée par la logique du pouvoir. On a ici une allégorie violente du capitalisme moderne, un monde où idéaux et chaos se confondent, où la rébellion finit par devenir une autre forme d'entreprise. Shigaraki et son groupe ne sont plus de simples perturbateurs. Ils deviennent le prisme par lequel on observe une société en crise. En dévoilant les idéaux et les luttes internes de l'armée, Horikoshi donne à ses vilains une épaisseur rarement vue dans un shonen. Cet arc devient un véritable pivot. Il transforme Shigaraki en chef charismatique et redoutable, tout en préparant le terrain pour la grande guerre à venir. Et moi, c'est mon arc préféré. Personne ne me l'a demandé, mais je préviens quand même. C'est une suite de combats spectaculaires, une réflexion sur le capitalisme, mais aussi, là encore, sur l'héritage, avec le flashback de Shigaraki. Un héritage lourd à porter, celui d'un enfant victime de violences familiales. Les deux thématiques chères aux yeux d'Horikoshi. Alors on pourrait se dire que développer les mêmes thématiques sur 42 tomes, c'est long, je suis pas de cet avis. La force d'Horikoshi, c'est d'arriver à tordre ces thématiques, pour les aborder de toutes les manières possibles, sans qu'on s'ennuie pendant 3/4 de l'œuvre. Horikoshi, en orchestrant cette montée dramatique, prouve qu'il ne s'agit pas seulement de raconter la formation des héros, mais bien de construire un monde au bord du chaos. Un monde où chaque génération doit choisir comment se tenir face à l'histoire. Après avoir exploré la lente reconstruction des symboles, Horikoshi ramène ses personnages dans le feu de l'action, avec le stage chez le numéro 1. Izuku, Bakugo et Shoto effectuent un stage chez Endeavor. Ce dernier, marqué par son passé violent envers sa famille, cherche à se racheter tout en formant la nouvelle génération. Pour les trois élèves, c'est l'occasion de voir ce que signifie réellement être un héros au sommet. L'arc se concentre sur la relation père-fils entre Endeavor et Shoto. Le jeune héros, longtemps brisé par la haine, doit apprendre à distinguer l'héritage de la souffrance de celui de la persévérance. Endeavor, lui, lutte pour prouver qu'on peut changer, même après avoir détruit ce qu'on aimait. C'est pas seulement une question d'améliorer leur pouvoir, il s'agit d'apprendre ce que signifie être un héros dans un monde où l'espoir s'effrite. La figure d'Endeavor, tiraillée entre son image de père brisé et son rôle de pilier, incarne à elle seule cette tension entre passé et avenir. Mais très vite, l'histoire bascule dans une dimension beaucoup plus vaste, avec l'art de la guerre de libération du paranormal. Ici, Horikoshi déploie toute l'ampleur de son récit.
Les héros, pour la première fois, ne réagissent pas simplement à une menace. Ils lancent une véritable offensive. En face, l'armée de libération, fusionnée avec la Ligue des Vilains, a pris une ampleur telle qu'elle ressemble désormais à une nation clandestine prête à tout renverser. Les chapitres s'enchaînent et mimiquent une véritable guerre moderne. Stratégie, sacrifice, héros et vilains confrontés à leurs limites. Shigaraki, réveillé avec une puissance décuplée, devient l'incarnation d'un cauchemar inarrêtable. Tandis que les élèves de Yuei doivent accepter que leur formation n'est plus un simple entraînement, mais une préparation à la mort. La guerre atteint son paroxysme. Izuku pousse le All for One au-delà de ses limites. Il brille comme jamais, mais ça suffit pas. Bakugo s'interpose pour le sauver et frôle la mort, tandis que Shigaraki, malgré ses blessures, parvient à s'échapper grâce à ses alliés. Dans le chaos, une vérité explose. Dabi, le mystérieux criminel de l'armée de libération, révèle être en réalité Toya Todoroki, le fils qu'Endeavor croyait mort depuis des années. Bon, en même temps, c'était pas très bien caché. Ça, les lecteurs s'en doutaient depuis bien longtemps. Mais quand même, ce coup de tonnerre détruit l'image du héros numéro 1 et plonge la société dans le doute. La défaite est amère. Les îles sont en ruine, les héros épuisés, le public en colère. Les héros ont perdu. Non pas faute de courage, mais parce que le monde qu'ils protégeaient s'est fissuré de l'intérieur. La paix, jadis solide, ne tient maintenant plus qu'à un fil. Et le rêve d'All Might vacille définitivement. Horikoshi ici recule pas devant la noirceur. La guerre emporte des vies, brise des symboles et montre que même les héros les plus admirés peuvent vaciller. Côté édition, cette période correspond à un tournant. Le manga atteint son apogée de popularité, les ventes mondiales explosent, les tomes s'écoulent par millions et l'anime, avec sa 5e saison, s'impose comme un rendez-vous incontournable. Cette synchronicité renforce la portée de l'arc, au moment même où les lecteurs découvrent une guerre totale dans les pages du manga. La guerre terminée, on pourrait croire que le calme reviendrait. Mais Horikoshi choisit de plonger son monde dans une nuit encore plus sombre. L'arc des évadés du Tartare s'ouvre sur une scène d'apocalypse. Shigaraki et All for One orchestrent une évasion massive de prison, libérant une armée de criminels prêts à semer le chaos. Pour les citoyens du monde de l'œuvre, l'idée même d'une société protégée par les héros vole en éclats. Où sont nos sauveurs quand on a le plus besoin d'eux? Leur seul devoir est de protéger la population. À quoi bon les payer s'ils n'en sont pas capables? Pourquoi faire confiance aux plus forts d'entre nous s'il est évident que même eux ne sont pas de taille face aux adversaires? Et c'est à ce moment-là que Deku prend une décision radicale. Partir seul, loin du Wei, pour protéger les autres de la menace qu'il poursuit. L'arc du Dark Deku marque un point d'inflexion majeur. Horikoshi dessine des héros fatigués, recouverts de boue et d'ombre, presque méconnaissables. Loin de l'élève naïf de ses débuts, Deku devient le miroir de la noirceur qui dévore le monde. Mais ses camarades refusent de l'abandonner. Ils s'unissent pour le ramener, prouvant que la vraie force d'un héros, elle réside pas dans la puissance, mais dans la collaboration et la solidarité. Parmi eux, Bakugo atteint son apogée. Il affronte enfin son passé, il reconnaît ses fautes et s'excuse auprès d'Izuku pour les années d'harcèlement. C'est plus le rival arrogant, mais un ami. C'est le héros qu'il voulait devenir. Et moi, cette scène, personnellement, ça me fait bien chialer, quoi. De retour à Yuei, devenu un refuge pour la population, Izuku retrouve l'espoir et redonne du sens à son idéal. Et comme Horikoshi aime tant à le rappeler, le héros c'est pas celui qui naît exceptionnel, mais celui qui se relève, qui tend la main et qui agit pour les autres. Parce qu'au fond, n'importe qui peut devenir un héros. L'arc de la dernière guerre étend le récit à une échelle planétaire, avec l'intervention de la super-héroïne américaine Star and Stripe, symbole de l'influence internationale du manga jusque dans sa diégèse. Mais malgré toute sa puissance, elle n'arrive pas à vaincre All for One. Son sacrifice ne sert pas à abattre le mal, mais à faire gagner du temps aux héros japonais pour se préparer à l'inévitable. La grande guerre finale peut commencer. Chaque bataille devient une déclaration. Shigaraki et All for One incarnent le désespoir absolu, tandis que Deku et ses alliés s'accrochent à la possibilité d'un futur meilleur. Horikoshi pousse ses personnages au bout de leur force, offrant des moments de bravoure, de tragédie et de rédemption qui résonnent comme un chant du cygne pour une génération entière. Bon là c'est le moment où ça va spoiler, donc si t'as pas vu la dernière saison, tu vas voir sur ce timecode juste là. Lors de son combat final contre Shigaraki, Izuku est contraint de sacrifier le One for All pour vaincre son ennemi. En perdant son pouvoir, il met fin au cycle de haine né d'All for One, offrant au monde une paix durement gagnée. Une conclusion amère et lumineuse à la fois, où Horikoshi rappelle que le véritable héroïsme ne réside pas dans la puissance, mais dans la capacité à tout donner pour les autres. Enfin, l'épilogue referme l'histoire. Après tant de combats et de pertes, Horikoshi laisse entrevoir un futur de reconstruction. Deku, devenu un véritable héritier d'All Might, n'est plus seulement un fan qui rêvait de héros. Il est devenu le symbole d'un espoir partagé, bâti non sur la puissance, mais sur la solidarité. En retraçant la trajectoire de My Hero Academia, on mesure mieux l'ampleur du phénomène.
Parti de l'imagination d'un jeune auteur qui avait déjà connu l'échec, le manga a grandi au rythme de ses personnages. Comme Midoriya, Horikoshi s'est lancé avec ses doutes, ses influences et une envie farouche de créer une œuvre qui parlerait à sa génération. 10 ans plus tard, son pari est largement gagné. MHA s'est imposé comme l'un des grands piliers du shonen moderne. Son héritage, on le retrouve d'abord dans sa manière d'avoir réconcilié tradition et modernité, comme dirait n'importe quel reportage France 2 qui parle du Japon. Mais pour le coup, là, c'est plutôt vrai. Le récit puise autant dans les codes classiques, le passage de témoins, l'entraînement, la confrontation manichéenne, que dans une approche plus sombre, hérité des comics américains et des récits de super-héros plus psychologiques. My Hero Academia, c'est pas seulement un succès en librairie ou un animé marquant, c'est une fresque qui a su parler à toute une génération en quête de repères. Une histoire de transmission, de courage et de solidarité. Horikoshi a construit plus qu'un simple shonen, il a bâti une légende moderne, un miroir de nos espoirs comme de nos peurs. Et quand on referme ces pages, c'est pas seulement le parcours de Midoriya qu'on contemple, mais celui de millions de lecteurs qui ont grandi en même temps que lui, qui ont douté, chuté et se sont relevés. Un jour, d'autres mangas viendront occuper le devant de la scène. Mais je suis persuadé que My Hero Academia restera comme une balise. Un rappel qu'au-delà des combats et des super pouvoirs, il y a toujours une idée plus grande. Celle qu'un héros peut naître partout, à condition d'avoir le courage de tendre la main aux autres. Et si l'histoire touche à sa fin, son symbole, lui, continuera de vivre. Comme le ferait un héros, prêt à se relever encore et encore, peu importe l'adversité.